Cette deuxième table ronde, donc, elle va aborder le processus de l'opération elle-même, sa préparation et le reporting auprès des investisseurs. Et donc, pour aborder ce thème, nous avons plusieurs intervenants, 3 intervenants qui ont eu bien l'occasion, soit en qualité d'investisseurs, soit donc d'actionnaires ou d'entrepreneurs ou de dirigeants, de suivre ce processus. Donc, tout d'abord, nous avons François Cavalier. François, bonjour. Voilà, vous êtes François Cavalier, qui est le président de la société Akiti Gestion. Akiti Gestion, qui est un fonds d'investissement régional, qui est bien connu des entrepreneurs néo-aquitains qui ont ouvert ou qui envisagent d'ouvrir leur capital social. Et donc François, qui est un fonds d'investissement, qui est un fonds, généraliste, puisqu'il intervient tant en amorçage qu'en capital développement et investissement. Et donc, c'est un fonds non coté, mais qui, parmi ses participations, détient plusieurs entreprises qui ont fait le choix de l'introduction en bourse. Ensuite, deuxième intervenant, c'est Jérôme Floch, qui est donc le directeur général délégué du groupe Paro. Groupe Paro, qui est donc une entreprise familiale, qui a une quarantaine d'années d'ancienneté, qui a fait le choix de l'introduction en bourse sur le marché Euronext Growth en 2016, en levant 15 millions d'euros, et qui est un distributeur automobile, qui intervient sur un grand quart sud-ouest, avec 700 collaborateurs, un peu plus de 340 millions de chiffre d'affaires, je crois. Et puis donc répartis sur 26 sites. Et puis donc troisième intervenant qui est remplacé, qui devait être Valérie, que je ne présenterai donc pas, mais Julien, qui a eu l'occasion de se présenter, de présenter son entreprise tout à l'heure. Donc je vais commencer par une question d'ailleurs qui était destinée à Valérie, mais donc à Julien. Alors, il en était un petit peu question tout à l'heure dans la précédente table ronde. Finalement, c'est à quel moment de votre développement vous avez jugé que l'entreprise était suffisamment mûre pour ce côté en bourse? Alors, je vais me permettre de prendre les réponses de Valérie et de mixer un peu avec votre expérience. Ouais. Donc Valérie, elle est dans un secteur de la santé, donc elle avait besoin d'augmentation de ses besoins financiers. Elle avait aussi atteint une étape importante dans ses étapes cliniques. Elle voulait garder une certaine autonomie de la part des fondateurs. Situation effectivement aussi favorable dans le secteur de la santé parce que post-Covid. Et donc, elle souhaitait poser sa société comme un acteur clé sur la scène financière et industrielle. Et donc, pour ma part, c'est à peu près pareil. Il y a la notion de bourse, de croissance, d'ambition, etc. Mais dans mon secteur, ce qui est le secteur de la distribution de véhicules de loisirs, c'est un tout petit marché. C'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup de concessions dans chacun des départements. Je suis parti bon dernier, aujourd'hui je suis devenu le deuxième acteur national. Et cette volonté d'entrer en bourse, c'était aussi pour poser le décor vis-à-vis de tous mes partenaires, de poser une certaine image, de donner mon ambition, donc vis-à-vis des confrères qui se posaient beaucoup de questions post-Covid, c'est-à-dire de dire, voilà, je suis en bourse. Donc, tu peux être une cible pour moi, donc sollicite-moi, n'hésite pas. Vis-à-vis des constructeurs, parce qu'il y a un gros remaniement, il y a les constructeurs dans l'univers du camping-car, c'est assez éclaté, et on a la chance d'être multimarquiste. Et les constructeurs voudraient prendre ce qui se passe dans le groupe, dans l'univers automobile. C'est-à-dire d'avoir une concession Volkswagen, une concession Renault, alors que moi je vends dans la même concession, je vends du Renault, Peugeot, Citroën, Audi, Volkswagen, BM, Volvo. Et ça, les constructeurs, ils aiment pas. Et donc en ayant cette puissance, ils peuvent moins dicter leur desiderata en couvrant une grosse partie nationale.
en ayant quasi monopole sur toutes les régions que je représente. Parce qu'un constructeur ne peut pas me dire non, sinon ça lui ferait un gros trou sur la carte de France. Donc voilà, c'est pour ça. Très bien, merci. Et pour vous, François, donc côté investisseur, finalement, est-ce que vous diriez qu'il y a un bon moment ou que c'est une voie que vous privilégieriez pour un certain type d'entreprise, finalement? Oui, alors ce soir, je suis absolument obligé de dire oui, parce que c'est pour Akity Gestion une soirée assez révélatrice de notre stratégie. Vous l'avez dit, on est une société de gestion régionale. Dans la région, on fait vraiment tout, de l'amorçage à la transmission, et nous accompagnons les entreprises longtemps. Capital patient, c'était le message d'Alain Rousset à la création d'Akity, et je pense qu'on le porte. Nous sommes, où nous avons été actionnaires de 4 sociétés cotées, Fermentalg, qui est la seule dont nous ne sommes plus actionnaires parce que l'introduction en bourse date de 2014, et donc on en est sorti il n'y a pas très longtemps, mais depuis on a renoué les liens. On en parlait tout à l'heure avec Philippe, on a une participation en commun dans un très beau projet très innovant. Nous sommes actionnaires d'Univers. Depuis 2012. Depuis 2012. Donc le capital patient, la préparation, et Julien a très bien expliqué comment à un moment, pour concilier sa volonté de croissance et le désir légitime de liquidité de ses actionnaires, il a trouvé la solution de la bourse. Très brillamment, malgré l'invasion de l'Ukraine le même jour. Chapeau l'artiste. Nous sommes, et donc j'aurais félicité Valérie si elle avait été là, actionnaire d'Aelis depuis 2013. On a accompagné, on a participé à l'opération de financement liée à l'introduction en bourse. Dans les 26 millions, nous avons pris notre quote-part. Nous sommes toujours actionnaires et d'Univers, dont on n'a pas vendu un titre parce qu'on a un lock-up, mais aussi parce qu'on est très confiant dans la stratégie long terme de l'entreprise. On a aussi notre participation intacte dans Aelis, et nous sommes actionnaires de Valbiotis, qu'on a évoqué, qui fait un très beau parcours, qui est une société très intéressante de compléments alimentaires. Donc, le rôle de la société de gestion régionale, Akity, qui accompagne les dirigeants d'entreprise en prêt d'honneur, 10 000 euros, jusqu'aux dirigeants d'entreprises ambitieux qui veulent développer leur entreprise ou la transmettre jusqu'à des tickets de 10 millions d'euros, on est vraiment un peu incontournable. Et c'est ce qu'on souhaite. On travaille très souvent avec nos confrères. On travaille avec nos confrères indépendants, parisiens, internationaux, régionaux, dans un souci d'œcuménisme, quelquefois concurrentiel, et âprement concurrentiel, mais on travaille ensemble parce que nous, le sens qu'on donne, on essaie d'apporter plus que de l'argent. Parce que il y a beaucoup d'argent, on optimise l'effet de levier, et vous le faites, Julien, toute la journée, et c'est très important. D'autres ont moins accès aux prêts, par exemple dans les biotech, on a moins accès aux prêts, mais on optimise donc l'apport de capital et l'apport des autres ressources. On apporte plus que de l'argent dans la démarche ESG, qui est pour nous une démarche ESGT. Notre turbo à nous, c'est le territoire. Pour recréer les entreprises dans le territoire de Nouvelle-Aquitaine, c'est notre vocation, c'est le sens qu'on donne à notre action. Et aujourd'hui, on considère que l'accompagnement qualitatif dans cette démarche de protection de l'environnement, d'une meilleure approche sociale. Tout à l'heure, Philippe évoquait le fait qu'il a forcé les actionnaires à ouvrir le capital aux salariés. Si Akity avait été encore actionnaire de Fermentalg à ce moment-là, on n'aurait pas eu besoin de se faire forcer la main. Nous, on considère que c'est quelque chose qui est effectivement très intéressant, et tout ce qui rapproche le travail et le capital est une bonne chose. Donc, on essaie d'apporter plus que de l'argent, et puis dans la gouvernance, on est présent. Comme nous sommes le plus souvent minoritaires, nous sommes plutôt dans la conviction que dans la contrainte. On ne peut rien imposer, à aucun moment on ne veut se substituer à l'équipe dirigeante, puisque notre métier, c'est d'apporter des fonds à des équipes dirigeantes dans lesquelles on croit.
Et il y a dans cette assemblée des dirigeants d'entreprise qui mènent des stratégies de croissance que nous accompagnons et qui demain seront peut-être à la table ronde dans 1 an ou dans 2 ans ici. Voilà. Et ils savent que notre attachement, le fait d'être patient et le fait de construire avec une certaine méthode notre approche d'investisseur, c'est une démarche structurée qui fait que j'entendais la directrice générale de Ronext dire que 80% des entreprises qui entrent en bourse ont précédemment un investisseur en capital, en private equity chez eux. Je pense que c'est un continuum de financement. Vous confirmez? Oui, je confirme. C'est effectivement la très grande majorité des sociétés qui entrent en bourse, qui ont des sociétés de venture capital ou de private equity, voilà, qui sont déjà au capital. Donc il y a un continuum de financement, et je dirais que la meilleure façon de préparer l'introduction en bourse, c'est d'avoir un investisseur en private equity chez soi avant. Voilà. Très bien. Effectivement, c'est une bonne acclimatation, et c'est vrai que quand on a préparé cette table ronde avec Valérie, je crois qu'elle indiquait qu'une des clés de succès de l'introduction était effectivement que le fait que le fonds à son capital avait suivi lors de cette opération, ce qui était aussi voilà, ce qui montrait de manière publique, bien que voilà, tout le monde y croit. Très bien. Tout à l'heure, effectivement, on a parlé de la fonction finance qui est très importante, et qu'il est important et nécessaire de la structurer au moment où on s'introduit en bourse. Et donc pour vous, Jérôme, qui êtes coté donc sur Euronext Growth depuis 2016, comment êtes-vous organisé finalement en interne au groupe Paro sur la fonction finance, et quelles sont les principales obligations de publication financière auxquelles vous êtes confrontés? Donc on a fait un travail moi j'ai rejoint le groupe après la cotation, ayant moi-même appris en groupe coté, mais en fonds, avec des fonds d'investissement, justement, cette relation de communication et financière. Et je partage aussi le fait que la pratique des fonds en amont est une bonne phase d'acclimatation sur tout ce qu'il faut avoir fait pour arriver à avoir une maîtrise de ces éléments de communication. La communication en soi, il y a 2 volets. Il y a le cadre imposé, chiffre d'affaires trimestriel, conso semestriel, la vigilance sur toutes les opérations particulières, sur lesquelles il faut garder à la fois maîtriser le curseur entre la transparence, qui est l'obligation uniforme, homogène, universelle entre le petit porteur et l'investisseur plus institutionnel avec lequel on peut avoir, comme vous l'exprimiez, une relation plus directe parce que c'est leur métier. Il faut aussi garder la subtilité de l'information privilégiée. Ça, c'est un point, je le dis, mais c'est un des points en disant j'ai réfréné ma communication. En fait, il faut entrer dans la logique du principe de la communication privilégiée, un subtil curseur en disant à quel moment je dois le dire, à quel moment je peux travailler sans le dire. Enfin, il y a des subtilités. Plus communiquer sur les événements significatifs, pareil, le seuil de signification. J'appelle de temps en temps Laurence en disant tiens, on fait une opération, est-ce qu'il est raisonnable, j'envoie un communiqué de presse ou pas? Bon, voilà. Alors, de par peut-être mon expérience et ma vision, je suis arrivé dans le groupe qui, sur la lancée de 2016 de sa cotation, je le dis amusé, pratiquait beaucoup le 8e parisien, que j'ai pas mal pratiqué dans une autre vie aussi. Donc, et les avocats aussi. Donc, après, dans la courbe d'expérience de la communication du travail, on s'approprie aussi le savoir-faire. Moi, j'ai apporté ça, je pense, au groupe Paro. C'est important. On définit le curseur. Il y a des choses que j'ai réinternalisées. L'essentiel de la communication, avec l'équipe d'Axel, on travaille ça en temps réel. Il y a des choses que j'ai mises rodées et externalisées pour industrialiser. Aujourd'hui, ma conso, elle sort tous les semestres. Je la prépare, tout le process, la com, tout ça, mais je la fais réaliser par un expert. Pas vocation à tout internaliser. Voilà, donc
on construit des briques. Je suis assez d'accord sur les avocats, par exemple. Le droit en bourse, c'est très particulier. Nous, on a fait le choix, notre organisation, moi j'ai trouvé comme ça, et c'est pas mal sur le plan juridique, c'est quand même très prégnant en fait, la présence de la cotation. Alors on parle pas, mais je ne sais pas les autres entités. Nous, on a 10 sociétés opérationnelles, on a une quarantaine de sociétés immobilières, un modèle peut-être un peu proche du vôtre sur la distribution. Bon, il y a du volume, et quelque part, il y a quand même une phase où nous, on peut traiter avant d'aller au prix des avocats spécialisés. Donc, c'est tous ces curseurs qu'il faut gérer pour accompagner la fonction. Et j'ai une culture dans notre métier de retail depuis quelques années. J'ai fait le choix aussi, petit à petit, d'avoir peu d'interlocuteurs. Donc j'ai une équipe rapprochée à haute valeur ajoutée. Et en fait, c'est très important, je pense, dans cet aspect communication financière, business, c'est d'avoir une équipe qui est capable de bien comprendre et de très vite donner tous les aspects du sujet, en fait. Au-delà de produire du chiffre, des rapports, des PV d'AG, de ceci, de cela, enfin, ouais, c'est un peu de doc. Moi, je crois qu'il est très important qu'on arrive à avoir la vision complète très vite de tous les éléments d'une opération. Donc, voilà un peu comment j'ai une expertise qui fait le relais vers l'extérieur ou avec moi, mon rôle étant de faire la synthèse de tous ces métiers. Et on est en interaction directe, donc on a une équipe serrée, pluridisciplinaire et qui anime les interactions avec les grands experts à l'extérieur. Très bien, merci. Et vous, François, quelle différence finalement, quelles seraient les différences selon vous entre sociétés cotées et non cotées en termes de dans la gestion et dans la gestion de votre participation finalement? Est-ce que vous faites une différence finalement entre les sociétés cotées et non cotées? Oui. Alors nous n'entrons au capital de sociétés cotées que quand elles sont non cotées et donc deviennent cotées. Il y a un cadre juridique assez strict dans l'investissement non coté. On a un pacte d'actionnaires. Les nôtres sont plutôt plus simples que ceux de bien d'autres investisseurs, mais c'est quand même un cadre qui prévoit un certain nombre de règles du jeu. Dans quel but, en fait? Dans le but d'aligner les intérêts entre l'actionnaire majoritaire et les autres actionnaires. Bon. Donc, on se donne une clause de rendez-vous. Tout à l'heure, Julien l'évoquait. Et cette clause de rendez-vous, on sait dès le premier jour, on sait même avant de signer, qu'elle nous engage, les uns et les autres, de bonne foi, à trouver une solution. Donc on a une documentation juridique, un pacte d'actionnaires, qu'on ne relit généralement pas pendant la vie de l'entreprise, tant les rapports sont constructifs et sans difficulté. Enfin, je pense que... Je confirme complètement. Voilà. À aucun moment on les relit, et puis on se dit, arrive une date, nous avons été actionnaires pendant 10 ans d'Univers avant l'introduction en bourse, ok, et voilà, Julien s'est dit, c'est normal qu'ils veuillent valoriser leur capital, le parcours est exemplaire, on est absolument ravis, on n'a aucunement l'intention de déguerpir dès la fin du lock-up, on sera ravis, mais on avait structuré ça, ok, préparé les choses. Comment va-t-on vivre maintenant au capital d'Univers ou d'Aelis Pharma, puisque dans le même mois, on a eu 2 introductions. OK, bon, c'est super. Comment va-t-on faire? En fait, plus de pacte d'actionnaires. Évidemment, l'AMF vous dit tout ce qui privilégie l'investisseur, c'est fini. Le 13e homme qui devient important, si je peux appeler ça le 13e homme, je ne sais pas pourquoi je dis 13, parce que je suis plutôt amateur de rugby, donc c'est le 16e, celui qui soutient, c'est le petit actionnaire, en fait. C'est le petit actionnaire qui, dans la construction du droit boursier, est protégé, ce qui est normal. On protège le plus petit, voilà, ça évite aux grands de faire des bêtises, ok, et ça nécessite d'informer tout le monde. Hein. Moi, j'ai été administrateur, dans ma vie professionnelle antérieure, notamment chez Xange, j'étais administrateur de société cotée, vous ne pouvez jamais vendre. Parce que si vous êtes un administrateur assidu et que vous travaillez, vous savez des choses que les autres ne savent pas. Donc, comme vous savez des choses que les autres ne savent pas, vous ne pouvez pas vendre.
au bout d'un moment, on est ravi d'être, notre société est ravie d'être actionnaire, comme on sera ravi de rester quelque temps chez Unilever, mais il y a un moment où il faut vendre quand même, parce que nos souscripteurs, ils disent c'est bien de bien gérer notre argent, mais prouvez-nous que vous pouvez nous renvoyer du cash. Donc il faut renvoyer du cash. Et à ce moment-là, donc on n'a plus de pacte d'actionnaires, il faut s'entendre. On va pas dire à Julien, on a oublié de vous prévenir, mais hier on a vendu notre participation comme des sauvages. Non, on va préparer ça, on va le travailler, on va le faire dans le respect de la réglementation, donc sans avoir d'informations privilégiées, etc. Donc ça se construit, mais c'est totalement différent. Et donc sans être au conseil. Il n'y a plus de place forcément au conseil d'administration. Exactement. Il se trouve qu'il y avait des comités stratégiques qui étaient organisés pour Univers, c'était fait comme ça, et que la relation était riche, mais moins formelle que dans d'autres cas. Okay, donc aujourd'hui, voilà, les choses vont se faire assez naturellement, mais c'est notre ADN d'investisseurs professionnels de proximité. On va se comporter, j'en prends l'engagement tant vis-à-vis de Julien que je l'aurais fait vis-à-vis de Valérie et de Pierre-Vie, comme des actionnaires qui voient encore pour le long terme. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que le développement des entreprises régionales se fasse de la façon la plus harmonieuse. Donc tant mieux qu'il nous ait offert cette belle sortie boursière. Il faut que ça réussisse après, donc on ne va pas se comporter comme des sauvages. Et sur Fermental, on avait fait très attention aussi de ne pas avoir une attitude contraire aux intérêts de la société. Très bien, je vous remercie. Alors une autre question qui était pour Valérie, mais pour Julien. Et alors c'est vrai que vous l'avez un petit peu développé sur la précédente table ronde, qui était sur votre processus d'IPO, sur les principaux chantiers préparatoires en fait, que ça soit sur le plan comptable, financier, juridique. Alors sachant que vous étiez, que vous êtes fondateur, que vous détenez encore une partie du contrôle, donc j'imagine qu'il y a peut-être eu aussi des chantiers patrimoniaux sur le plan patrimonial. Enfin, voilà, comment vous avez géré ça? On a entendu tout à l'heure que ça avait pris beaucoup de temps, beaucoup de place dans plusieurs mois avant. Et voilà, si vous pouvez nous faire votre retour d'expérience. Alors je regarde le discours de Valérie. Hormis un laïus sur, elle a fait le choix d'un placement privé aux États-Unis, et donc avec des démarches et des procédures spécifiques et traduction de tous les documents. Tout le reste, on a vécu la même chose. Donc je vous la repartage, je vous refais le calendrier, mais je le fais un petit peu plus rapidement. Donc 12 mois auparavant, je fais le programme Family Share qui démystifie l'usage. 6 mois plus tard, donc en juillet, je passe mes oraux avec mes super conseils dont je parlais tout à l'heure. Et puis à partir de septembre, on passe l'accélérateur et là c'est du plein temps. Donc en fait, on construit ce qu'on appelle un document d'enregistrement. C'est la Bible de l'entreprise. Donc il y a tout le descriptif de son histoire, la façon dont on fonctionne, ses marges, ses achats, ma rémunération, tout. Enfin, c'est le plus transparent possible. Et donc ça, on l'écrit pendant 4 mois avec tous les conseils. Donc il y a la com, il y a le PSI, donc c'est celui qui vend les actions, le listing sponsor, c'est celui qui organise tout, les avocats et commissaires aux comptes. Donc voilà. Et après on fait des choses en parallèle, c'est-à-dire qu'on donne des éléments, on modifie la structure de l'entreprise. Moi c'était une SAS et donc là il a fallu que je la transforme en SA, avec un vrai conseil d'administration. Donc il y a différents choix qu'on peut faire. On peut mettre ses copains dedans et puis on avance. Moi j'ai préféré prendre des tiers et respecter ce qu'on appelle le code Mildennex, c'est-à-dire suivre toute la transparence et tout ce qui va bien pour montrer la plus belle image de l'entreprise. Donc on fait un conseil d'administration et donc cette fois-ci on fait des vrais conseils d'administration. Avant c'était plutôt informel, c'était pas daté, enfin c'était antidaté. Le commissaire aux comptes passait 6 mois plus tard. Bon, je peux le dire maintenant, c'est bon. Maintenant c'est des vrais conseils d'administration avec des vraies signatures de présence, etc. Et donc il y a aussi une démarche qui est pas obligatoire, mais c'est une démarche ESG.
Donc là, avec une cotation extra-financière. Donc on choisit pareil son partenaire. Donc moi ça a été Etifinance. On passe en revue des centaines et des centaines de questions sur la répartition homme-femme, sur les salaires, sur évidemment son recyclage, etc. Donc là je